Comme je vous l'ai toujours dit, Sony, j'attends le correctif VRR ALLM qui tarde à venir sur les XH90, sur les téléviseurs Sony et bien entendu sur la PS5. Enfin, excuse-moi, mais il est là le correctif, hein. T'es sûr? Eh ouais, Vincent de HDTV Test, il a dit. Okay. Comme je vous l'ai toujours dit, j'ai eu pleinement confiance en Sony dès le premier jour. Je vous l'ai toujours dit, ils allaient corriger le problème. Et bien voilà, c'est fait. C'est bon comme ça? Ouais, si tu veux, quoi. Et Phil, qu'est-ce que tu penses du jeu The Tourist qui tourne en 8K là sur la PS5? T'as vu les résultats? Et sur la Xbox Series X alors? Yeah, écoute, il y a 3 polygones qui se courent après dans ton jeu là. Un jeu à la Minecraft qu'on a déjà. Bah écoute, tu vas pas m'emmerder avec, ok? Oui Phil, mais j'aimerais savoir pourquoi la PS5 elle a 8K et la Xbox Series X elle a seulement 6K. Écoute Jeff, tu veux une explication technique? Alors ouvre bien tes oreilles, les deux, ta gueule. Monsieur Ryan, super idée les démos gratuites de jeux PlayStation, mais comment font les gens qui ont de la DSL puisqu'on a que 5 heures téléchargement compris? Eh bien je vais t'expliquer mon petit, ils ont qu'à prendre la fibre et puis s'ils n'ont pas la fibre, eh bien ils achètent le jeu à 80 boules, voilà 80 boules, et puis voilà c'est tout simple. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Actu du Geek qui aura un petit air de JV des tops. Je vous dis tout presque, vous comprendrez avec le sujet principal. Alors on va parler de quoi dans cette vidéo? Comme vous l'avez vu avec l'intro, on va parler bien entendu de VRR et de ALLM qui vont arriver sur les téléviseurs Sony X900H et XH90 en Chine. On va parler également de The Tourist, vous savez le jeu qui a fait grand bruit puisqu'il fait du 8K 60 FPS sur la PS5. On va parler aussi de Ride 4, jeu de moto qui a claqué les ratings, c'est le cas de le dire, en tout cas les miennes, sur PS5 et Xbox Series X. Et à la fin on va parler de quoi? Eh bien, après ce qu'on a obtenu sur The Tourist, bien entendu il y a des questionnements sur la Xbox Series X comme d'habitude, eh bien je vais revenir sur pourquoi la PS5, effectivement, en termes de pixel rate, en termes de taux de pixels par seconde, est supérieure à la Xbox Series X. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Pourquoi la Xbox Series X, en termes de texture mapping, est supérieure à la PS5. Et je vais prendre des exemples assez intéressants, vous verrez, du moins je l'espère, chez Nvidia, et ensuite Nvidia comparé à AMD, et ça va définir des stratégies vraiment différentes, vous allez voir. Mais pour commencer, oui, pour commencer, 3 petits mots. Premièrement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais insister un petit peu parce que vous avez vu, j'ai arrêté de le dire durant mes dernières vidéos. Eh bien, hop, la courbe s'affaisse à nouveau. Donc, n'hésitez pas si vous êtes abonné à regarder si vous êtes encore abonné. Toujours l'algorithme YouTube. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que ça vous plaît, que cette chaîne vous plaît, ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Le deuxième petit mot que je voulais dire, c'est un rectificatif. Et oui, j'ai utilisé un mauvais mot. Durant ma précédente vidéo, j'ai parlé de Core Unit pour les GPU, ce qui est totalement faux, c'est des Compute Unit. Core Unit, c'est sur les CPU, Compute Unit, c'est sur les GPU, c'est très important, ce n'est pas du tout la même architecture, ce n'est pas du tout la même fonctionnalité. Dernier mot va concerner 2 commentaires, dont un d'Anakin, qui m'ont fait remarquer à juste titre que la dernière version, je crois que c'est la 4.27 de Unreal Engine 4, n'est pas du tout has-been, excusez-moi ce terme, c'est-à-dire qu'effectivement elle est encore employée fortement et qu'elle fait des merveilles. Pour preuve, Ride 4 a été fait, ce jeu de moto que je vais parler, a été fait sur Unreal Engine 4. Donc effectivement, je rectifie, ce n'est pas old school encore Unreal Engine 4, d'autant plus que Unreal Engine 5, qui va amener 2 fonctionnalités majeures supérieures qui sont les nanites et le lumens, eh bien n'est pas encore tout à fait là. Il faudra en plus du debug, il faudra du temps d'adaptation. Donc effectivement, Unreal Engine 4, on risque d'en entendre parler encore quelques temps. Alors commençons avec le VRR et le ALLM qui vont arriver enfin sur les X900H et XH90. Modèle que j'avais dit à l'époque, en septembre, que je préconisais ce modèle, qui était beaucoup moins cher finalement à l'époque, je précise, pour une diagonale équivalente, à un LG C10 par exemple. C'est-à-dire que ce modèle était très intéressant au point de vue prix pour du gaming 4K 120 Hz, donc avec du VRR, et aussi bien entendu un temps de réponse et une latence tout à fait correct, c'est-à-dire un écran estampillé gaming, et en plus gaming PS5. Oui, mais voilà, peu de temps après, on a vite vu qu'il n'y avait pas de VRR, pas de ALLM non plus, et ça a commencé à me gêner parce que j'avais préconisé cet écran et qu'il y en avait qui l'avaient acheté sur mes conseils, entre guillemets. Mais écoutez, je suis heureux
de voir qu'effectivement Sony a réussi à passer le problème éventuel, parce que je continue à croire qu'il y a eu problème sur la puce Mediatek. Sinon, je ne comprendrai pas pourquoi Hisense reste à 60 Hz, pourquoi Philips le fait aussi, pourquoi bien entendu, je parle du 4K 60 Hz VRR, pourquoi bien entendu Panasonic avait dit qu'ils avaient des problèmes à l'époque, et tout un panel de marques qui ont dit qu'il y avait des problèmes avec les puces Mediatek. Sony a fait le nécessaire, il s'était engagé à le faire, ils l'ont fait, et bien écoutez, c'est très bien. Maintenant, je vais attendre le retour de Vincent de la chaîne HD TV Test, je vous rappelle, qui a sorti d'ailleurs cette information, et qui va nous permettre de voir vraiment techniquement parlant qu'est-ce qu'a fait Sony pour corriger le problème, et qu'est-ce qu'on obtient en sortie sur ces écrans. Et ça promet ensuite bien entendu une adaptation sur la PS5 en l'occurrence, c'est ce qui nous intéresse, et également sur les écrans à 90J, à 80J, etc. etc. Donc j'attends son test pour en dire plus, mais croyez-moi sur parole, contrairement à ce que certains pourraient penser, je suis très heureux de cette conclusion. Ride 4 est arrivé avec une adaptation PS5 et Xbox Series X plutôt réussie, c'est le cas de le dire. Alors écoutez, je ne suis pas très jeu de moto, je vous l'avoue franchement, mais quand j'ai vu pour la première fois la cinématique, le jeu, hein, c'était en jeu bien entendu, proposé, le trailer proposé, en jeu, ben écoutez, je me suis demandé si c'était un film. Honnêtement, je me suis dit, waouh, franchement, c'est quand même très très beau, ça claque, ça fait vraiment photoréaliste. Alors bien entendu, il faudrait faire une analyse beaucoup plus fine. C'est en vitesse, c'est-à-dire que grosso modo, les bords de l'écran défilent très rapidement, donc on ne voit pas la qualité des textures, par exemple des bâtiments, s'ils ont une texture très fine ou simplement apposée. Mais quand même, la qualité de la route, la qualité de l'eau également, les reflets, les motos sont très très réussis, je trouvais, moi personnellement. Le sentiment de vitesse est là également, c'est très photoréaliste, donc ça promet pas mal. Je regarderai plus en détail ce jeu. Précision utile et important pour la suite et pour la fin de la vidéo, Xbox Series X et PS5, c'est-à-dire à égalité, et il n'y a aucune différence entre les deux versions sur les deux consoles. Et justement, on en vient à la grosse différence, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un jeu The Tourist, un jeu que je ne connais pas personnellement, donc je ne vais pas juger du jeu en lui-même, mais Shine Multimedia, c'est-à-dire les développeurs, la boîte de développement qui a fait ce jeu, je ne sais pas trop comment ça se prononce, a sorti une version 8K 60 FPS sur la PS5. C'est très intéressant, techniquement parlant, parce qu'effectivement les écrans 8K il y en a très très peu, et les jeux de ce style là, c'est Digital Foundry d'ailleurs le dit aussi, en 8K 60 FPS il y en aura très très peu sur les consoles, sinon à bien entendu sacrifier quand même des textures, des ombrages complexes, etc., les effets lumineux et j'en passe. Mais quand même, c'est une performance, il faut bien l'avouer, technique très intéressante. Et bien entendu, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont parlé de la Xbox Series X en seulement 6K 60 FPS, et donc tout le monde s'est jeté là-dessus en disant, voyez la différence entre la performance de la PS5 et de la Xbox Series X, on voit que la PS5 est beaucoup plus puissante. Donc bien entendu, je vais mettre des bémols, et pour ça, je vais m'appuyer sur des éléments techniques après, on en parlera. Mais oui, dans ce cas-là, effectivement, la PS5 est plus puissante, selon les développeurs, peut-être pour deux raisons. La première, la fréquence de la PS5, dont on va parler après, qui permet un pixel rate plus élevé que la Xbox Series X, ça c'est vrai. Le deuxième élément, peut-être la mémoire, puisqu'en 8K, je vous rappelle quand même qu'on est à 33 millions de points. 33 millions de points multipliés par les 60 FPS par seconde, ça commence à faire. Et donc effectivement, on a 10 Go de mémoire vraiment dédiée. Je vous rappelle, GPU sur la Xbox Series X, même si la Xbox Series X, le développeur peut utiliser les 6 Go qui sont un peu plus lents pour compléter au cas où, mais c'est quand même plus complexe. Alors que la PS5, bien entendu, dispose de 16 Go, et par exemple, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, peut très bien prendre 12 Go ou 13 Go en optimisant, bien entendu, uniquement pour le GPU. C'est peut-être ça aussi qui limite pour faire du 8K. Mais surtout, il faut lire entre les lignes. Et oui, il faut lire entre les lignes, parce que Digital Foundry a ajouté quelque chose que vous voyez ici. Ils ont ajouté que Shine, la maison de développement, eh bien, elle s'est concentrée sur la version PS5 pour aller plus loin qu'un simple portage PS4, PS5, en allant dans les API de bas niveau de la PS5 pour optimiser tout ça. Ce qui n'a pas été fait visiblement pour la Xbox Series X. Donc attention avec les conclusions rapides, parce que vous verrez en fin de vidéo, bien entendu, ma conclusion principale sera optimisation, 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 et c'est là, bien entendu, le nerf de la guerre. Mais du coup, je me suis dit, et si j'expliquais pourquoi, effectivement, en termes de pixel rate, la PS5 est supérieure à la Xbox Series X, et en termes de texture, de mapping texture, c'est la Xbox Series X qui est supérieure à la PS5. C'est assez intéressant de prendre cet exemple. Eh bien, j'ai d'abord pris un exemple sur les RTX. Et oui, RTX 2080 Super et RTX 2080 Ti. J'en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Toutes les deux sur architecture Turing, toutes les deux en 12 nanomètres, toutes les deux, bien entendu, avec exactement le même design pour les compute units et tout ce qui entoure les RT Core, etc., etc. Sauf que, bien entendu, la RTX 2080 Ti est plus musclée de ce côté-là. On le verra après. Premier point, la RTX 2080 Super, elle est à 1.815 GHz.
de fréquence boost. La RTX 2080 Ti est à 1.545 GHz. Alors tous ces chiffres, je les ai pris sur le site qui est quand même assez fiable, de Tech Power Up, je vous rappelle. Donc certains me disent, oui, mais ma RTX 2080 est plus rapide, etc. Peut-être qu'elle est en boost différent, c'est-à-dire qu'elle est overclockée par le fabricant, par MSI ou j'en passe. Mais là, c'est des fréquences de base telles que c'était défini au départ par Nvidia. Et qu'est-ce qu'on voit comme différence? On voit qu'on a 17% d'écart en termes de fréquence. Si vous prenez la PS5 versus la Xbox Series X, je vous rappelle, donc 2.23 GHz versus 1.825 GHz, ça fait beaucoup de chiffres, on est à 22%. Donc on est à peu près pareil en termes d'écart. C'est important, vous verrez pour la suite. RTX 2080 Super. On a 48 compute units contre 68 compute units côté RTX 2080 Ti, ce qui fait 42% de plus de compute units en faveur de la RTX 2080 Ti. Or, je vous rappelle, 52 compute units pour la Xbox Series X, 36 pour la PS5, on est à 44% d'écart, donc exactement à un poil près la même chose. En termes de bande passante mémoire, on est à 500 Go/s sur la RTX 2080 Super contre 616 Go/s sur la RTX 2080 Ti. Eh bien, c'est 22% d'écart et on a à peu près la même chose entre la Xbox Series X et la PS5, on est à 25% d'écart. Et pour finir, si on prend simplement les teraflops, on est à 11.15 teraflops pour la RTX 2080 Super contre 13.45 teraflops pour la RTX 2080 Ti. Modèle de base, je vous précise encore. Donc finalement, on est à peu près à 20% d'écart contre 18% d'écart en termes de teraflops entre la Xbox Series X et la PS5. Donc vous voyez une parfaite correspondance finalement la PS5. Alors attention, je ne la compare pas avec la RTX 2080 Super, je dis simplement qu'on a à peu près les mêmes écarts entre la PS5 et la Xbox Series X, tout dans le même sens que entre la RTX 2080 Super et la RTX 2080 Ti. Et pourtant, la RTX 2080 Ti, elle est bien supérieure à la RTX 2080 Super, je pense que les tests le prouvent, en termes bien entendu de vitesse, de FPS, etc. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a bien entendu sous ces chiffres un autre élément à prendre en compte. Il ne faut pas prendre en compte que les compute units. En fait, si vous lisez les caractéristiques de ces GPU, d'ailleurs de tous les GPU, vous avez deux autres éléments à prendre en compte, deux autres blocs importants, hormis bien entendu tout ce qui est ray tracing et autre chose qui concerne Nvidia et AMD maintenant aussi bien entendu. C'est les ROPS avec un S bien entendu, c'est-à-dire les Render Output Unit, et les TMU avec un S à la fin, c'est-à-dire les Texture Mapping Unit. Ces deux éléments séparés, les deux éléments hardware qui vont accélérer considérablement quoi? Eh bien le pixel rate d'un côté et tout ce qui est texture mapping de l'autre côté. Et qu'est-ce que vous voyez entre la RTX 2080 Super et la RTX 2080 Ti? Pas du tout le même nombre. En effet, vous voyez 64 unités ROPS du côté de la RTX 2080 Super contre 88 du côté de la RTX 2080 Ti. Et si vous multipliez ces éléments par la fréquence, en l'occurrence du GPU, eh bien vous allez obtenir ce qu'on appelle le pixel rate, le taux de transfert de pixels par seconde. Ainsi, pour la RTX 2080 Super, vous obtenez 116 gigapixels par seconde. Il est capable de traiter 116 gigapixels par seconde, le GPU de la RTX 2080 Super, contre 136 gigapixels pour la RTX 2080 Ti, qui est pourtant plus lente en fréquence, oui, mais qui a plus de ROPS que la RTX 2080 Super. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la Xbox Series X et la PS5? Eh bien, la PS5 a une fréquence supérieure. Rappelez-vous, Mark Cerny avait dit 2.23 GHz en boost. Et du côté de la Xbox Series X, ils ont pris une autre option, c'est-à-dire 1.825 GHz fixe pour le GPU. Oui, mais il y a le même nombre de ROPS, de Render Output Units, dans les deux cas, c'est-à-dire 64. Donc quand vous multipliez 64 ROPS par la fréquence du GPU, eh bien vous obtenez effectivement le pixel rate, qui n'est pas le même entre la Xbox Series X et la PS5. Ainsi que pour la PS5, on obtient 143 gigapixels par seconde contre 117 pour la Xbox Series X. Si vous faites la démarche inverse, vous verrez qu'il y a par contre plus de texture mapping unit côté Xbox Series X que côté PS5. Ce qui fait qu'on obtient 380 gigapixels par seconde, c'est l'unité employée pour le texture mapping, contre 320 gigapixels par seconde pour la PS5. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'effectivement, Xbox a plutôt employé une méthode Nvidia, alors que
Marc Cerny, la PS5 a plutôt employé une méthode AMD. Ça ne veut pas dire, attention, que la Xbox ne marche pas avec AMD, ça veut dire simplement qu'ils ont considéré qu'effectivement il fallait augmenter le nombre de compute units pour augmenter la puissance de leur machine, de leur GPU. Marc Cerny, la PS5, ils ont considéré qu'ils allaient prendre plutôt la méthode AMD, augmenter la fréquence pour augmenter la puissance sans augmenter le nombre de compute units qui reste le même que par exemple la PS4 Pro. Ainsi par exemple si on prend la RX 6700 XT et si on prend la RTX 3070, c'est intéressant, elles ont exactement le même nombre de transistors. C'est-à-dire 17,4 milliards de transistors pour la RTX 3070 contre 17,2 milliards, excusez-moi, la différence est quand même faible, pour la RX 6600 XT. Pourtant, la fréquence n'est pas du tout la même et on va dire la stratégie n'est pas du tout la même. En effet, la RTX 3070 tourne en boost à 1,725 GHz contre 2,581 GHz côté RX 6700 XT. Un sacré écart de fréquence. Et pourtant, ils sont exactement identiques, 165 gigapixels. Pourquoi ? Parce que la fréquence est compensée côté Nvidia par 50% en plus d'unités ROPS par rapport à AMD, c'est-à-dire 96 versus 64. Vous avez également beaucoup moins d'unités d'ombrage, moins de la moitié d'unités d'ombrage côté RX 6700 XT. Vous avez moins d'unités de texture côté RX 6700 XT également. Et pourtant, si on enlève le côté ray tracing qui est un peu plus abouti côté Nvidia, la version génération 2 avec les RT Core, il y a plus d'ailleurs de RT Core sur la RTX 3070 que sur la RX 6700 XT. Et bien entendu, les tenseur Core qui n'existent pas sur la RX 6700 XT. Par contre, il y a du L3 cache, attention, ça prend beaucoup de place en termes de transistors, surtout qu'il s'agit de 96 mégaoctets de L3 cache, le Infinity Cache. Donc on voit deux stratégies qui s'affrontent, c'est-à-dire effectivement augmenter fortement la fréquence ou effectivement laisser la fréquence telle qu'elle et augmenter le nombre de compute units et tout ce qui va autour. Alors pourquoi ne font-ils pas les deux? Eh bien je vous l'ai déjà expliqué en termes de process. Lorsque vous augmentez par exemple de 10% la fréquence, vous n'allez pas être linéaire en termes de consommation. C'est une exponentielle, c'est-à-dire que grosso modo par exemple vous allez augmenter, je n'ai pas les abacs, mais vous allez augmenter de 20% la consommation pour 10% en fréquence gagnée. Donc si vous augmentez encore de 10% après, ben, ce sera peut-être plus 30% et ainsi de suite. Donc vous comprenez que ça va aller très très vite en consommation. La preuve, la PS5, 36 compute units, comme on a vu, et le même nombre d'unités pour ce qui est des pixel rate que la Xbox Series X, et moins d'unités pour tout ce qui est texture mapping, et pourtant elle est un tout petit peu au-dessus en termes de consommation, 200 watts contre à peu près 180 watts en pic pour la Xbox Series X. Alors que la Xbox Series X a beaucoup plus de compute units, et a d'ailleurs un GPU beaucoup plus gros en termes de transistors. Et donc, difficile d'augmenter le nombre de compute units, sans diminuer bien entendu la taille des transistors, c'est-à-dire de passer en techno 5 nanomètres, 3 nanomètres, voire moins, pour compenser l'augmentation de la consommation à cause de la fréquence, si on veut augmenter en plus les nombres de compute units et tout ce qui va autour. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. Quelle est ma conclusion de tout ça? Ma conclusion, c'est que finalement, les deux consoles sont assez proches. Je l'ai toujours dit et je le répète encore. Ça dépendra de l'optimisation et de l'axe d'optimisation qui sont choisis par les développeurs. Ça dépendra de leur connaissance des machines. Mais au final, vous verrez, et on en reparlera d'ici 1, 2, 3 ans, les jeux seront déjà tous très beaux, du moins je l'espère, et on aura finalement peu de différence entre les consoles si chacune d'elles sont optimisées au maximum et si les développeurs connaissent parfaitement les deux consoles. Alors en conclusion de cette vidéo qui était un peu technique et sûrement trop longue en termes de chiffres, mais un peu nécessaire quand même pour remettre le contexte, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que pour moi, la Xbox Series X et la PS5, elles sont destinées à faire quoi? À faire du 4K et non du 8K. On le sait depuis le début, déjà le 4K est très difficile à tenir, même pour les cartes graphiques. Imaginez, le 4K c'est très difficile à tenir sur PC. Certes, les cartes graphiques le tiennent, mais quand même à quel prix? Et ça dépend les jeux. Et bien entendu, les consoles à 500 €, à moins de 500 €, imaginez la difficulté pour tenir du 4K déjà, ce qui est énorme. Du 4K, 60 FPS, c'est ça le but pour moi que devraient tenir tous les développeurs, 60 FPS. Si on avait tous les jeux en 4K 60 FPS, peut-être avec un peu de upscaling sur les jeux les plus lourds en termes de pixel rate et de texturing, mais si on arrivait à avoir du 4K 60 FPS sur tous les jeux, ce serait essentiel. Moi aujourd'hui d'ailleurs je ne joue plus qu'en 4K 60 FPS lorsque j'ai un mode performance et un mode optimisé graphiquement. Je choisis automatiquement le mode performance. Mais justement je crois assez en l'avenir, je sais je suis optimiste, mais j'ai vu déjà les prémices de ce que sera l'avenir dans quelques jeux sur les deux plateformes et je me dis que dans le futur ça promet du lourd, ça promet du concret. On verra si j'ai raison ou si j'ai tort dans 1, 2, 3 ans. Alors oui, je sais que certains d'entre vous sont un peu impatients.
on se sont sentis, on va dire, un peu floués à la sortie des consoles en ne trouvant pas les jeux qu'ils attendaient sur ces deux consoles. Mais écoutez, je pense que ça va arriver très très bientôt. On va avoir quelques exemples d'ailleurs d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et je pense que plus ça va aller, plus ça va s'accélérer sur ces deux consoles. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'attends vos commentaires nombreux, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, à soutenir la vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.